Renouvelle ton abonnement Terre en un clin d'œil, directement via ton application Maxit. C'est simple, rapide, sécurisé et ton voyage commence sans stress. Orange Money, Wesuna Kalpe. Orange Money est un service de Orange Finance Mobile Sénégal. Orange Money. Qu'entendez-vous par cuisiner? Une multitude d'ingrédients préparés avec soin, des fourneaux à plein feu, un choc de couleurs, une explosion de saveurs, une texture délicate et onctueuse, une viande qui crépite sous l'huile chaude, une découpe artistique et racinée, jonglée avec les légumes de saison pour une marinade sous haute tension. Pensez Jadida, à consommer tous les jours. Laissez-vous tenter par le goût unique et authentique de la mayonnaise Jadida. Jadida, la mayonnaise généreuse et racinée. Découvrez le meilleur de la mayonnaise avec Jadida. Original, e-radio, radio number one. Quelle lecture faire des discours de la rentrée des cours et tribunaux et la question de la justice au Sénégal, la reddition des comptes déclenchée par les nouvelles autorités? Quelle analyse? Quelle lecture faire des discours de la rentrée des cours et tribunaux et la question de la justice au Sénégal, la reddition des comptes déclenchée par les nouvelles autorités? Quelle analyse? Bienvenue à tous et bienvenue à l'ère du temps. Encore une fois, nous vous souhaitons une excellente année 2025, une année de prospérité, de paix et surtout de réussite pour tous les Sénégalais et surtout à nos invités qui tous les dimanches se font devoir de venir nous accompagner dans cette émission. Et c'est pas évident les dimanches de se réveiller très tôt, venir faire une émission. Merci encore à vous d'avoir accepté d'être avec nous, plus particulièrement au professeur Amad Ndiaye, enseignant-chercheur à la FASEC, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, à Guy Sibatiam, qui est le directeur de l'Institut africain de trading boursier, spécialiste en banque et finance. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Le président de la République a tenu la fois dernière la rentrée des cours et des tribunaux. On a entendu le président parler, faire une leçon, comme on dit, aux magistrats. Le président est revenu sur la justice, comment elle doit se dérouler dans ce pays pour éviter qu'il soit une justice des vainqueurs, entre autres. Par rapport à cette sortie du président de la République, Amad Ndiaye, quelle lecture en faites-vous? Oui, c'est dans la forme. Bon, je pense que le contenu du. Donc, je salue d'abord, je vous salue. Bienvenue. Monsieur Alassane Samba Diop. Je salue aussi monsieur Thiam, que j'ai l'honneur de rencontrer. Je salue aussi tous les auditeurs et téléspectateurs de Immédiat. Voilà, par rapport à la question, je pense que le discours du chef de l'État tournait autour, avec comme thématique la grève. Donc, j'ai l'impression que donc. On veut inviter les partenaires sociaux à plus de consensus sur les questions sociales, sur les questions sociales, pour un peu créer un climat économique plus apaisé, éviter les grèves qui déstabilisent la société, qui déstabilisent l'économie. Donc c'est un appel donc à réfléchir sur un pacte social. Donc, je crois que l'appel, c'est bien, mais j'espère que ça va être entendu. Mais maintenant, en ce qui concerne la justice de manière générale, bon, les avocats aussi, je crois, ont parlé de leurs problèmes, la question de la création de la formation des avocats, etc. Mais de manière générale, aussi, il a parlé de la commission, des commissions qui vont se mettre à l'œuvre pour dérouler le plan de révision, le plan de, comment dirais-je, de réforme de la justice. Voilà. Donc, c'est ça qui a été dit, mais je crois que peut-être qu'on en reviendra tout à l'heure, mais l'essentiel, je pense que de la justice, ça réside encore, c'est autour de la question de l'indépendance de la magistrature. Et ça, jusqu'à présent, je pense que il y a eu les conclusions des assises, mais à mon avis, les conclusions là sont là, mais moi, je reste sceptique quand même quant à l'indépendance de la magistrature. Parce que le principal problème, c'est le Conseil supérieur de la magistrature. Parce que vous savez, dans notre pays,
depuis Senghor, en passant par Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et Macky Sall, la justice a toujours été infouillée par l'exécutif. Ça, on le sait. Il y a beaucoup d'exemples. L'exemple le plus récent, c'est ce qui s'est passé en 2021-2024. On voit que la justice n'a pas du tout son indépendance. Sauf que, exceptionnellement, à la fin, le Conseil constitutionnel s'est saisi pour remettre les choses dans l'ordre. Mais notre justice a besoin de son indépendance. Le pays en a besoin pour plusieurs raisons. Et je crois qu'on en reviendra lorsqu'on parlera des affaires qui sont en cours. Oui, absolument. Etc. Ouais. Voilà. Guy, la thématique était, c'est vrai, le droit de grève. En filigrane, le président a glissé des mots par rapport aux justiciables qui doivent se sentir que la justice est un rempart contre l'arbitraire et non un instrument de l'arbitraire. Bonjour Alsan, bonjour professeur. J'en profite pour vous souhaiter mes vœux pour l'année 2025 et vous féliciter et vous encourager et souhaiter que cette nouvelle installation que vous venez de faire ici, le déménagement, puisse vous réussir. Amen. Voilà. En fait, il y a deux éléments sur lesquels moi j'aimerais revenir par rapport à la rentrée solennelle des cours et tribunaux. Le premier point, c'est qu'il faut séparer deux choses dans la justice. Ce qu'on reproche à la justice sénégalaise, quand ce sont des citoyens de droit commun, des citoyens ordinaires, je pense que la justice, elle est indépendante, elle est autonome, elle est rendue au tribunal. Quand c'est une affaire entre Alsan et moi ou une affaire pénale entre des citoyens dits ordinaires, il n'y a pas de problème. Le problème, il se situe lorsqu'il y a la variable politique ou politicien. Lorsque c'est un homme politique des deux bords, que ce soit le pouvoir ou l'opposition, chacun des deux met l'accent sur sa casquette politique et se déclare être victime ou pourchasse. Et c'est ça le problème. Et là, la justice, on a l'impression que la justice est biaisée. Ça peut être une impression. Mais les actes qui sont posés quand même nous posent problème. Moi, par exemple, il y a une image qui me revient toujours à l'esprit. C'était le cas Khalifa Sall et le cas Thione Seck, jugés par le même juge, le même. Dans le premier cas, Khalifa, il avait dit qu'il y avait violation de l'accord 6 ou 5 de l'UEMOA, le droit de la présence de son avocat, aux premières heures. Et dans ce cas-là, elle a dit, OK, c'est vrai, cette disposition n'a pas été réglée, n'a pas été respectée, mais ça n'empêche pas la procédure, le reste de la procédure de continuer. Et on avait jugé Khalifa Sall sur cette base-là et on avait condamné. Et dans le cas de Thione Seck, le même juge a dit que son avocat n'était pas présent aux premières heures de l'interrogation, le dossier devient nul. Le même juge, le juge de Demba Kandji, c'est le même qui a fait ces deux interprétations-là. Et donc, c'est ça un peu le problème. Quand c'est Thione Seck, je considère que c'est un citoyen de droit commun comme nous. La justice a été appliquée dans la réforme. Maintenant, Khalifa Sall, il y avait une volonté, il y avait une dimension politique liée à la personne, peut-être, ou à l'approche. Et donc, ça a été un peu biaisé. Mais l'un dans l'autre, ce qui est clair, une question d'indépendance, et ça c'est le deuxième point moi, qui m'a interpellé, une question d'indépendance, elle ne se donne pas. Oui. Dans son tribunal, le juge, il est souverain. S'il décide, lui, de manière libre et autonome, de s'inférer à un pouvoir exécutif uniquement pour des questions de carrière, c'est son choix. Il a décidé de ne pas exercer sa liberté. Il a décidé de ne pas exercer son devoir d'ingratitude. Il a décidé de mettre en avant sa propre carrière au détriment de son obligation d'ingratitude. Et donc là, le problème, ce n'est plus les textes, ce n'est plus le système, mais ce sont les hommes qui l'incarnent. Si il y a des hommes qui décident, eux, en contre vents et marées de faire ça, ils font. Mais maintenant, l'autre élément, le troisième élément sur lequel moi j'aimerais intervenir, c'est le droit de grève dont a parlé le président de la République. Aujourd'hui, l'économie sénégalaise, et professeur, l'économie sénégalaise est tirée par l'État. Est tirée donc par les fonctionnaires. Et c'est eux qui sont tout le temps en grève. Les autres du privé, dans l'ensemble, sont en grève avec des brassards rouges, avec des mouvements d'humeur et autres. Mais vous prenez les collectivités locales. Elles ont fait 2 ans de grève avec 120 heures ou 180 heures de... C'est pas logique. Avec ça, tu ne peux pas travailler. En sachant que
les collectivités locales, l'État central sont les principaux pourvoyeurs de marché dans ce pays. Les entreprises seront à la traîne. Les entreprises de presse vont avoir des problèmes pour accéder à des publicités, pour être payées. Et donc, ça va impacter l'économie privée. Là, il faut peut-être repenser ce système-là. C'est vrai. Et enfin, en dernier, les assises de la justice qui ont été tenues à Diamniadio, les représentants du système judiciaire qui étaient présents n'ont parlé que d'une chose, gestion des carrières. Tout le reste, ce sont les autres participants qui en ont parlé. L'indépendance, la sortie du président, la responsabilité du parquet qui devait être, les pouvoirs du parquet qui devaient être réduits. Mais ça, ce sont les autres qui en ont parlé. Mais les acteurs de la justice n'ont parlé que de la gestion des carrières. Le président de la République doit sortir de la présidence du Conseil supérieur de la magistrature pour permettre aux juges et aux autres de gérer leur carrière. C'est la seule proposition qu'ils ont faite. Tous les autres, donc là, il faut se poser la question, c'est plus ça le problème. Est-ce que justement la gestion des carrières plombe l'indépendance de la justice au Sénégal? Ce que disait Thiam, c'est que en fait, les magistrats, il faut qu'ils soient mis dans des conditions d'exercer cette indépendance-là. Et ça, au départ, c'est le Conseil supérieur de la magistrature qui gère leur carrière. Et quand vous voyez la composition quand vous voyez la composition du Conseil supérieur, vous voyez que l'exécutif, le président de la République a la même mise. Parce que si c'est le président de la République, c'est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Le vice-président, c'est le ministre de la Justice. Ensuite, il y a les membres de droit. Donc, ensuite, il y a les membres nommés. Ensuite, il y a les membres élus. Alors, ils sont après une dizaine. Et dans ces 10-là, il y a 4 membres élus. Donc, vous voyez, c'est eux qui ont la légitimité démocratique, au niveau de la magistrature, qui représentent la magistrature. Mais ils sont 4 sur 10, sur une dizaine. Donc, vous voyez le rapport de force. Bon, l'idéal serait que le président sorte de ça, parce qu'on a ce que nous avons ici, 3 pouvoirs dans la République qui sont censés être indépendants. Vous avez l'exécutif, le judiciaire et le législatif. Donc, le judiciaire, le pouvoir judiciaire doit se gérer lui-même. Donc, pour une indépendance, bonne indépendance, il faudrait que la justice sorte. Mais s'il ne sort pas, parce qu'en fait, il paraît qu'à Diamniadio, les gens étaient divisés. Il y en a qui étaient pour, il y en a qui étaient contre. Mais à la limite, si vraiment le président et les gens, on maintient le statut, mais on a quoi? Augmenter le nombre de membres élus. Faisons en sorte que le nombre de membres élus soit supérieur au nombre de membres non élus. Parce que ça, ce serait une bonne représentativité des magistrats. Donc, il faut aller dans ce sens-là. Parce que, pourquoi je dis tout ça? Parce que si on n'a pas une justice indépendante forte, on ne pourra jamais lutter contre la corruption. Et tant que la corruption subsistera dans ce pays, on aura du mal à avancer. Parce que la corruption, ça a un coût économique très élevé. La corruption, ça a un coût économique très élevé que peut-être beaucoup de gens ne comprennent pas. Oui. Parce que quand vous avez de la corruption, par exemple, je ne parle pas de détournement de biens publics. Les biens publics sont détournés. Ça promet l'incompétence. Parce que quand il y a compétence, par exemple, si Alassane Samba Diop est plus qualifié que moi pour faire un boulot, mais moi, je suis le fils d'eux, je prends sa place, je ne sais rien, on me met à sa place, je ne fais que des dégâts dans l'entreprise où on m'a mis. Ouais, ça promet l'incompétence, la médiocrité. Et donc, s'il y a de la corruption, c'est la corruption qui fait que, par exemple, il y a beaucoup de choses qui ne se passent pas normalement. Bon, quelqu'un qui doit faire normalement sa visite technique, il sait où passer, ensuite il s'en va, il va créer un accident, etc. La corruption fait beaucoup de dégâts. Donc, on a besoin, et pour lutter contre la corruption, et c'est ça qui nous freine, parce que dans les différents rapports de la BAD, des institutions internationales, la corruption coûte dans les pays en développement entre 5 et 10% du PIB. Dans les pays en voie de développement. C'est énorme. Donc imaginez 2% du PIB seulement au Sénégal. Ça fait 4 000 milliards.
Donc c'est énorme. Parce que ce que les gens doivent imaginer, c'est que lorsque par exemple on dit qu'il y a un projet de... On va créer par exemple, comment dirais-je, on va créer un forage dans tel village, parce que ce forage-là, le village en a besoin. Alors l'argent est détourné. Mais la perte, ce n'est pas seulement le montant. Si le montant du projet, c'est 50 millions, mais le coût de la corruption, c'est plus de 50 millions. C'est 50 millions le coût du projet, mais tout ce que le projet devait produire est perdu. Donc, c'est ça le coût. Donc, la corruption nous coûte cher et il faut lutter contre ça. Et pour lutter efficacement contre ça, il faut une indépendance de la magistrature. Est-ce que c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre la réduction des comptes qui a été déclenchée tout récemment par le pôle financier avec l'affaire Farba Ngom? Espérons que c'est dans cette optique-là. Espérons que ce ne soit pas une nouvelle CREI. Moi, ma crainte, c'est essentiellement ça, que ce soit une nouvelle CREI qui soit là, qui fasse la chasse aux sorcières, et dès l'instant que les autres rejoignent les prairies, je ne sais pas, les couleurs qu'on va donner maintenant. Maintenant, je ne sais même plus si c'est vert ou pas. Vert blanc. Donc, s'ils en rejoignent et qu'on passe l'éponge. Je reviens juste sur un élément. Le professeur a parlé du coût de la corruption. La corruption va entraîner d'autres coûts de non-qualité. Par exemple, un marché 50 millions, je ne parle même pas de ce que ça devrait produire, je ne parle même pas des coûts d'opportunité, je ne parle pas de ça, mais je parle exactement du coût réel. Un marché de 50 millions qui est donné, on annonce que le coût du marché, c'est 50 millions, mais que l'entreprise ne mette que 5 millions dedans, parce qu'il y a 10 millions ou 15 millions ou 20 millions qui sont distribués comme pot de vin. La conséquence, c'est que ce marché, il sera repris. Combien de marchés sont repris ici? Je ne parle même pas. Ce sont les coûts de nos qualités. Et ça ne t'en impact même pas. C'est des dépenses réelles, immédiates que nous supportons. Aujourd'hui, on prend le building administratif. Plus de 30 et quelques milliards ont été injectés dedans. Il n'est toujours pas occupé. On prend Diamniadio, l'esphère ministérielle. Au bout de 3 ans, on a eu des fissures et il a fallu colmater. Vous prenez les routes. On fait une nouvelle route, on t'empêche de circuler pendant 6 mois, voire plus. On t'empêche de circuler pendant 6 mois, voire plus, pour un marché qui devait durer 3 mois. Pourquoi? Parce que le temps de travail, le temps de main-d'œuvre qui devait être mis dedans, n'y est pas. À cause des coûts de non-qualité. La corruption derrière. Parce que le gars qui l'a gagné, il n'est pas compétent. Il n'est pas compétent. Il y a combien de chantiers qui sont commencés et qui durent depuis plus de 10 ans, depuis 15 ans, et qui sont là à l'arrêt. Et quand tu vas demander, on va dire que le chantier est réalisé à 80%, à 90%. Ce qu'ils appellent réaliser, c'est dépenser. Ils ont dépensé 80% du montant, ils disent qu'on a réalisé 90% du marché. Il y a réellement rien. Le pont de Rosso, où le premier ministre est parti là-bas, ils ont constaté que le pont a pris de retard. Beaucoup de retard. Parce que tout simplement, professeur, il gagne le marché, professeur, il est enseignant, il connaît Hassan, on discute, Hassan lui dit crée ton entreprise, il crée son entreprise, il crée des états de service factices, Hassan fait la consultation restreinte, la belle œuvre restreinte, ou bien du gré à gré avec lui, on lui donne pour 50 millions, 100 millions. Il enquête, la première chose qu'il fait, c'est acheter une nouvelle voiture, prendre une deuxième épouse, etc. Et après, il donne à Hassan les 20 millions ou les 30 millions. Aujourd'hui, c'est ça le problème. Regardez, par exemple, il y a le directeur de... Comment il s'appelle? De l'Abda ou quoi, qui s'est payé une voiture à 60 millions. Alors que si je ne m'abuse, les voitures des agents de l'État s'étaient arrêtées. Le coût, oui. Les achats étaient arrêtés. Il s'est acheté une voiture à 90 millions. Et la seule réponse est, j'arrête de prendre mes indemnités de transport. Ça là, personne n'en parle. Le DG de l'ONAS se fait offrir un véhicule à 60 millions. Il dit que ce n'est pas lui, alors que le véhicule a été muté à son nom. Comment est-ce qu'Assane, je peux muter un véhicule à ton nom si je n'ai pas ta pièce d'identité? Où est-ce que je vais trouver ta pièce d'identité? Donc tu étais d'accord à ce que le véhicule soit muté à ton nom. Tu m'as remis ta pièce d'identité. J'ai fait la mutation à ton nom. Tu as la carte, il est écrit Hassan Samba Diop. Et tu dis non, le gars il l'a fait à mon nom aussi. Comment est-ce possible? C'est un souci. Il faut qu'on soit sérieux. À un moment donné, il y a déclaration. Donc aujourd'hui, l'affaire Farba Ngom dont on parle,
Moi, j'ai toujours été contre les levées systématiques d'immunité parlementaire. Pourquoi? Parce que ça met en danger notre système politique, notre système social et notre système économique. Aujourd'hui, il est député. Il a été élu par des populations. On lève son immunité parce qu'on est en train de mener une enquête. Il ne travaillera plus. Il passera son temps à chercher les voies et moyens de se défendre. Il ne travaillera plus à l'ensemble. Il ne travaillera plus sur les projets. Il ne fera plus de propositions de loi. Il ne sera pas là. Il sera en permanence en train de chercher les voies et moyens pour se défendre. Jusqu'à quand? À un moment donné, je pense qu'on devrait faire l'enquête jusqu'à avancer à un certain niveau. Dès qu'on lève l'immunité, c'est quasiment dans un délai très très court. Je ne veux pas dire dans un délai raisonnable pour ne pas rentrer dans le discours, mais dans un délai extrêmement court, que l'affaire soit traduite en justice. Mais on ne peut pas mettre l'instruction qui va prendre 2 ans ou 3 ans. Il y a combien de députés qui ont eu, sous les magistrats passés, les législatives passées, leur immunité levée et qui n'ont pas, jusqu'à présent, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'enquête, il n'y a plus rien. C'est fini. Donc il faut qu'on arrête ça un peu. Cette affaire, Farba Ngom, par rapport à... Ce que je dis, cette affaire-là, c'est bon. C'est l'arbre qui cache la forêt, quoi, l'affaire Farba. Et donc, moi, quand je vois le travail que le pôle financier a à faire, j'applaudis des 2 mains. Hein, parce qu'on vient de parler de corruption. La corruption tue notre économie, tue notre société. Il faut mettre fin à la corruption. On ne peut pas peut-être mettre fin complètement, mais il faut réduire ça à la marge la plus petite. Et quand je vois ce que le pôle financier a fait aujourd'hui, en 6-7 mois, 91 dossiers, 162 personnes arrêtées. 162 personnes arrêtées. On ne parle que de Farba Senghor. Farba Ngom. Farba Ngom, excusez-moi. On ne parle que de Farba Ngom. Pourquoi? 162 personnes ont été arrêtées, 2 milliards ont été saisis, mais les gens ne regardent même pas ça. Donc, on a politisé le dossier. Et ça, c'est dangereux. Il faut qu'on laisse la justice faire son travail. Il faut que la justice puisse sévir contre les corrompus, ceux qui détournent nos biens publics. Vous savez, au Sénégal, tout le monde paye l'impôt. Et l'impôt, c'est pour tout le monde. Même un bébé paye l'impôt. Vous allez me dire comment? Le bébé paye l'impôt. Parce que ça, quand sa maman lui change sa couche, mais ce bébé-là, il fait payer à la famille 18% de TVA. Il fait payer des douanes si la couche est importée. Tout le monde paye des impôts. Donc nos impôts-là, il ne faut pas que les gens les détournent. Mais est-ce que le fait que les autorités s'immiscent dans les dossiers judiciaires, est-ce que ce n'est pas ça qui jette quelque part des soupçons? Oui, parce que... Le fait que le Premier ministre ait dit au niveau de Agnam, quand il est parti là-bas, que Farba ne sera plus aujourd'hui politicien, qu'il va voir ce qu'il va voir. Ça, c'est une mauvaise communication du Premier ministre. Parce que quand une affaire, le Premier ministre ne doit pas s'immiscer. C'est-à-dire qu'il y a l'indépendance des pouvoirs. Le Premier ministre ne doit pas parler des affaires judiciaires dans une bonne démocratie. Parce que dans toutes les bonnes démocraties, dès qu'il y a une affaire qui est en cours quelque part, quand vous interpellez un ministre, un membre, il vous dit « Ah, l'affaire est pendante devant la justice, je ne peux rien dire ». Mais là, notre Premier ministre, il en parle avant. C'est comme une sorte de délit d'initié, comme vous parlez dans votre... C'est un délit d'initié. C'est un délit d'initié. Il n'a pas parlé de ça. Mais, nonobstant tout ça, bon, je dis que bon, actuellement, on est en train de faire la reddition des comptes, c'est normal, mais pas de règlement de compte. Mais il faut de la reddition de comptes. Et moi, jusqu'à présent, j'applaudis de demain. Hein, parce que dans ce pays-là a connu vraiment toutes sortes de gabegies, toutes sortes de détournements de biens publics. Et il faut qu'on mette fin à cela. Donc c'est pour ça que j'insiste, il faut que la magistrature là soit indépendante. Et c'est ça qui va lui donner plus de crédibilité pour lutter efficacement. Comment éviter que la reddition des comptes ne se mue pas en règlement de compte? Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter justement qu'il y ait cette suspicion-là autour des dossiers où les hommes politiques sont convoqués? Vous l'avez dit tout à l'heure, à chaque fois qu'un homme politique est en bisbille avec la justice, le dossier est politisé, il y a une pollution qui tourne autour du dossier, alors que chaque jour, les Sénégalais lambda sont traduits devant la justice. Oui, en fait, comme le professeur l'a dit, hein, d'abord le Premier ministre devrait revoir sa communication, ça c'est clair. Ce n'est pas la seule erreur de communication qu'il a faite par rapport à la justice. Vous vous souvenez, il avait dit que moi, j'appelle le ministre de la Justice, je lui dis que je suis son supérieur, tu poursuis telle personne, il sera arrêté. Ça, le Premier ministre l'a dit. Nous, on a été choqués. Et en fait, là, le président parle d'indépendance de la justice, de leçon de morale pour la justice. Donc, voyez, l'exécutif, il dit, je suis votre patron. Mais
pour éviter ça, peut-être qu'il faudrait revoir, et dans les réformes, malheureusement, on n'en a pas entendu parler, c'est le pouvoir du procureur. Le pouvoir du parquet, il est exorbitant. C'est le pouvoir du parquet. Heureusement, ils ont décidé de mettre en place un juge des libertés. Espérons que ça permette d'alléger un peu. Mais les pouvoirs du parquet sont exorbitants. Aujourd'hui, on peut vous arrêter, mettre les chefs d'inculpation comme on veut, annoncer une très large gamme de chefs d'inculpation, allant du simple délit jusqu'au crime le plus obscène. Et après, maintenant, vous placez sous mandat de dépôt en attendant de faire des enquêtes. Et pire, on saucissonne le dossier. Le parquet est libre de faire ce qu'il veut. C'est-à-dire, vous avez 50 plaintes, on vous arrête pour 10. Après, maintenant, on traite. Si le délai dépasse, on rajoute 12 nouvelles. On vous accepte de votre cellule pour vous dire qu'il y a de nouvelles plaintes qui datent d'avant même les premières plaintes. Donc, voyez un peu. Le pouvoir du parquet devrait être revu. Moi, je pense, et c'est mon avis, qu'aujourd'hui, le building administratif qui est réfectionné devrait être le siège du parquet. Le parquet sort complètement du palais de justice. Il devient un avocat de la société. On lui donne les moyens. Il fait comme le travail d'un avocat. Et maintenant, tous les juges, le parquet sort complètement du système. Le parquet financier, tous les parquets, tous les procureurs. Enfants de commissariat. Le procureur de la République, il est là, il est au palais de justice de Dakar. Le procureur, il est au palais de justice mais de Dakar. Le pôle financier n'a pas. Le pôle financier, il est dehors, ouais. Mais il a les mêmes pouvoirs quasiment que le procureur est sous l'autorité du ministre. C'est ça en fait qu'il faut. Même s'il est sous l'autorité du ministre, il représente l'exécutif. Il n'y a pas de souci. Mais réduire le pouvoir. Le pôle judiciaire financier, aujourd'hui, je pense que, pour moi, et ça c'est mon avis, ça n'engage que moi, un crime économique est plus grave qu'un crime de sang. Parce que le crime économique, tu fais du tort à 18 millions de Sénégalais. Ah oui. Un crime de sang, tu fais du tort à une famille. Aussi large soit-elle. Mais le crime économique, tu fais du tort à tout le monde. Ça devrait être puni beaucoup plus sévèrement. Et même le crime économique est insidieusement un crime de sang. Insidieusement, c'est un crime de sang. Parce que si l'hôpital n'a pas les moyens pour soigner ses malades, il y a beaucoup de malades qui meurent. Oui, c'est vrai. Ouais. Non, c'est vrai. C'est avec l'idée, pour moi en tout cas, quand tu fais du tort à la nation, ça doit être classé au même titre que la haute trahison. C'est ma conception, ça n'engage que moi, mais c'est ma position. Maintenant, comme on l'a dit, quand c'est un politique qui est visé, quelle que soit la nature de l'affaire, il la politise, et après, il contacte vos collègues, il contacte les journalistes, ses amis journalistes, qui en font tout un tollé, et dévoient complètement le travail. Au lieu de parler de la proie, on s'attaque à l'ombre. Et maintenant, le Sénégal lambda qui écoute la radio, qui regarde la télé, qui lit les journaux, il est informé par cette désinformation de la presse. Malheureusement, c'est la réalité qu'on a. Et les politiques jouent avec ça. Quel que soit le bord, aujourd'hui, celui qui est au pouvoir l'a reproché l'année dernière, et celui qui est dans l'opposition actuelle le faisait l'année dernière. L'ingérence. Ce sont les acteurs qui changent. Les acteurs changent, mais les pratiques restent les mêmes. Restent les mêmes, malheureusement. Maintenant, si on veut l'enlever, il faudra que le Djoubanti prenne le temps qu'il faut pour redresser ces dérives-là. Mais les crimes économiques doivent être classés parmi les crimes les plus graves. Et il n'y a pas d'excuse à avoir. Si c'est avéré qu'il y a un crime économique qui est commis, la sanction doit être à la hauteur de cette faute-là. Aujourd'hui, la situation économique du pays, comment vous la percevez, comment vous la voyez? Parce qu'on peut partout, quand on entend les gens dire que le pays est bloqué, l'argent ne circule pas, les entreprises commencent à fermer entre autres. Certains même fonctionnaires de l'État du Sénégal sont en train de perdre leur emploi. Comment vous analysez tout cela? Bon, vous savez, la situation économique, l'économie est sous le choc depuis les années 21, avec les tensions sociales, politiques, judiciaires. Donc ça a beaucoup freiné les activités. Depuis 2021. Depuis 2021. Parce qu'il y a de l'instabilité sociale, de l'instabilité politique, et ça, l'économie, le marché n'aime pas ça, parce que ça freine les activités. Et lorsque donc, il y a eu l'alternance, donc avec la venue du nouveau président aussi, je crois qu'il fallait peut-être apaiser. Il fallait apaiser. Et puis, pour que l'économie puisse reprendre. Et je pense qu'il
le fait de... je pense qu'on peut déplorer quand même un certain acharnement fiscal. Je ne dis pas qu'il ne faut pas payer les impôts. Il faut payer les impôts. Mais c'est la façon de demander à payer les impôts qui peut poser problème. Ça ressemblait un peu à un acharnement fiscal. Et comme on dit, nous, c'est les économistes, trop d'impôts tue l'impôt. C'est que les entreprises, c'est nos poules aux œufs d'or. Les entreprises, il faut qu'on les laisse travailler, qu'on les mette dans les... Donc, si vous dites, vous me devez 10 millions, il faut payer, sinon je prends votre... Sinon, vous devez 10 millions, ok, d'accord, négocions. Il fallait négocier. 10 millions, comment vous pouvez payer? Je veux payer, ok, mais je crois que fermer les comptes, etc., tout ça, ça a été des chocs négatifs sur l'économie. Au niveau du bâtiment aussi, c'est un constat officiel. Quand vous regardez les rapports de la DPE, quand vous regardez l'ANSD, ils constatent qu'il y a du chômage. 350 milliards de dettes. Donc c'est pas n'importe quoi. Ça, c'est le gouvernement même qui le dit, parce que ça, c'est des organes officiels du gouvernement qui le disent. Parce qu'avec le bâtiment, peut-être, il y a beaucoup de choses peu catholiques, anormales qui se sont passées. Donc il faut voir la question foncière, ça, je suis d'accord. Mais vous savez, en toute chose aussi, il faut savoir négocier, il faut savoir prendre le temps, mais ne pas... Je crois qu'il y a un peu de brutalité. Sur le principe, on est d'accord qu'il faut régler la question de la corniche, la question de la propriété foncière. Mais il faut savoir... Parce que, si vous voulez, il ne faut pas vous lever un jour et dire, voilà, je vais laver tous mes habits. Donc vous allez rester nu. Donc vous allez laver quelques habits aujourd'hui, demain, il faut faire ça doucement. Donc le bâtiment aujourd'hui a fortement reculé. Et quand le bâtiment recule, toute l'économie recule. Il y a toute une chaîne de valeur. Parce qu'on dit que quand le bâtiment va, tout va. Parce que le bâtiment, en fait, le secteur des BTP, bâtiment et travaux publics, c'est un secteur moteur. C'est la branche la plus motrice de l'économie sénégalaise. Et ça, ça dépend aussi de quel bâtiment aussi. Si c'est des bâtiments où on fait le blanchiment d'argent aussi, c'est un problème aussi. Non, c'est assez autre chose. Il y a deux aspects dans le blanchiment d'argent. Mais le bâtiment, lorsqu'il y a une augmentation, par exemple, de la production dans le bâtiment, c'est-à-dire que ça, c'est des données officielles. C'est-à-dire que si vous augmentez 1 milliard, si le chiffre d'affaires, la production des bâtiments augmente d'1 milliard, si le chiffre d'affaires augmente de 1 milliard, l'économie nationale, la production de l'économie nationale va augmenter de 2,7 milliards comme ça. Il y a ce qu'on appelle le multiplicateur d'activité. C'est-à-dire que le bâtiment, c'est la branche qui a le plus d'effet multiplicateur sur l'économie. Parce que je veux dire, quand le bâtiment augmente sa production, toutes les branches de l'économie augmentent leur production. C'est ce qu'on appelle l'effet multiplicateur. Et c'est le bâtiment qui a, et le bâtiment et l'énergie sont les deux branches au Sénégal qui ont plus d'effets multiplicateurs sur l'économie. Donc, j'en profite d'ailleurs pour dire qu'actuellement, dans la situation, c'est une branche à promouvoir. C'est une branche à promouvoir pour deux raisons. Pour relancer l'économie, mais aussi pour régler la question du logement, du loyer cher. Et en plus, nous avons tous les matériaux. Nous avons, enfin tous, pas tous, mais nous avons le ciment, nous avons le béton, nous avons tout pour relancer ce secteur-là. Donc, vous le relancez le bâtiment actuellement, l'économie va reprendre. Parce que c'est tous les secteurs de l'économie, toutes les branches de l'économie qui vont être entraînées. Et en même temps, vous êtes en train de régler la question du loyer cher, du logement. Donc, c'est un secteur stratégique aujourd'hui. Bon, on reviendra plus tard. Il y a l'autre secteur aussi, le secteur primaire. Parce qu'aujourd'hui, la vie est très chère aussi. Et ce secteur-là doit être investi. Donc, c'est sûr que ce secteur-là n'a pas la même... effet multiplicateur. N'a pas les mêmes effets multiplicateurs. Mais le secteur primaire a un important rôle à jouer dans la transformation structurelle de l'économie. Donc, c'est un secteur non seulement qui va... Si on injecte, si on relance ce secteur-là, non seulement vous pouvez lutter contre la vie chère, parce que la question de la vie chère, là, il faut qu'on sorte de cette lutte conjoncturelle. Oui, le gouvernement diminue les prix, fixe les prix, contrôle économique. Il faut qu'on arrête ça. L'économie, c'est pas ça. L'économie, c'est pas un problème conjoncturo-administratif. C'est ce qu'on est en train de faire avec les prix. Diminuer ici 15 francs. Non, c'était 10 francs. Non, il faut nous aider. Il faut que l'État change de communication économique. L'État dise aux citoyens sénégalais, c'est pas moi qui fabrique les produits. C'est pas moi qui les commercialise. Moi, je n'ai que mes taxes. Je peux diminuer mes taxes, mais ce n'est pas moi qui fixe le prix. Le prix du riz qui vient de Chine, moi, comment je peux fixer le prix?
Il faut qu'on change de communication. Pour l'État que dise, voilà, moi je peux faire ça, ça je ne peux pas. Que les gens comprennent. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va aider à développer notre production nationale. Il faut produire. Pour produire. Beaucoup produire. Beaucoup produire. C'est ça qu'il faut faire. Il faut subventionner, par exemple, la production. Moi, je suis partisan de la subvention de la production. Et moins et un peu moins, et pas du tout, enfin, pas du tout, un peu moins partisan de la subvention de la consommation. Parce que la subvention de la consommation, vous voyez, ça, on ne sent pas. Mais tout ce qu'on met dans la consommation, mettons ça dans la production. Guy Silva, aujourd'hui, quel regard jetez-vous sur l'économie sénégalaise, la façon dont elle fonctionne, les contraintes des populations surtout? Si on analyse uniquement les contraintes de population, on va avoir un problème. On sera toujours à courir derrière, à essayer de corriger. Parce que, pourquoi? Parce on essaie de régler un problème d'insatisfaction au lieu de chercher à augmenter la satisfaction. Ok? Donc, tant que tu cherches à régler un problème d'insatisfaction, tu échoueras toujours. D'accord. Toujours. Et c'est ça ce que dit le professeur. C'est-à-dire quand tu subventionnes la consommation, tu réussiras jamais. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les enseignants de l'élémentaire, lorsque Abdoulaye Wade leur a donné la prime de recherche documentaire, ils demandaient 10 000 francs. Abdoulaye leur donne 25 000 francs. L'année qui a suivi, ils ont demandé 100 000. Oui. Parce que Abdoulaye Wade a pensé régler un problème d'insatisfaction en disant ils demandent 10 000, si je donne 20 000, 25 000, je suis tranquille. Or, c'est faux. L'insatisfaction ne sera jamais réglée. Subventionner la consommation, ça ne réglera jamais le problème. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, je suis d'accord sur le bâtiment. Le bâtiment, aujourd'hui, le problème, il ne réglera pas le loyer. Il ne peut pas. Pourquoi? Parce que le foncier, il coûte excessivement cher. Ouais. Le foncier, il coûte excessivement cher et les prix ne galopent même pas. Je sais, le prix ne prend même pas l'ascenseur. Je ne sais même pas quel est le moyen le plus rapide, mais ça grimpe extrêmement vite. Ils prennent la fusée. Ah non, ça c'est... Les prix des fonciers, je ne sais pas si vous êtes allé acheter un terrain à Tuan-Paul, par exemple, il y a 4 ans, et maintenant, les prix sont passés du simple au quadruple. C'est extrêmement cher et ça va aller de plus en plus cher. Sauf si l'État met le haut là. Le bâtiment, on arrivait à le régler lorsque la SICAP, la société de HLM faisait le travail. Mais aujourd'hui, ces entreprises ne font plus le travail. Ces entreprises ne font plus le travail. Pourquoi? Parce que dans les années mi-90-95, on a décidé de libéraliser beaucoup de secteurs. En faisant cette option-là, on a opté pour ne plus avoir le contrôle. Le contrôle économique dont le professeur parle ne peut plus être opérant. Le ministère du Commerce, en l'état actuel, est obsolète. Comme je vous l'ai dit une fois, il est mis en place sur la base d'un système socialiste où c'est l'État qui importait par le biais de la caisse de péréquation. Oui. On a supprimé la caisse de péréquation. L'État n'est plus le principal vendeur. L'État ne vend même plus. Le professeur va aller acheter à son prix, à ses conditions, avec sa structure de coût, mais on peut mettre la marge. L'État peut mettre la marge, mais la marge est mise sur votre coût. Oui. Après, l'État dit, ok, j'enlève les taxes, mais jusqu'à quel point? Oui. Parce que ce que l'État te donne de la main droite, oui, il le retire de la main gauche. Parce que si l'État réduit les taxes, oui, il y a des dépenses sociales qui seront réduites à du concurrence. Oui. C'est aussi simple que ça. À un moment donné, il faut qu'on choisisse où on est dans l'immédiat et on restera toujours au fond du trou, où on essaie de manière structurelle à changer. Comment? La première chose, c'est gérer notre balance de paiement. En quoi faisant? En réduisant nos importations de manière conséquente. Comment? En produisant en grande quantité, de qualité et suffisante. On a les moyens de le faire, mais est-ce qu'on a les hommes pour le faire? Parce qu'aujourd'hui, Alsan, on dit on subventionne le producteur, mais qui est producteur? Comment on va le subventionner? Est-ce que les intermédiaires, les opérateurs privés, j'ai rien contre eux, mais je considère qu'ils sont inutiles et qu'ils posent un tort. Les opérateurs, les OPS là, dans les différentes campagnes, tous les intermédiaires qui sont là-bas, ils n'ont pas de champ, ils n'ont pas de périmètre, ils n'ont rien. Et pourtant, c'est eux qui captent la subvention ou le financement et qui doivent redistribuer une partie. Est-ce que l'État a les moyens de les neutraliser? Mais c'est l'État qui les nourrit. C'est l'État qui les nourrit, c'est l'État qui leur donne le financement. C'est eux qui les créent. C'est eux qui les créent.
Parce C'est eux qui... Parce qu'il y a des commissions qu'ils donnent à certains. On parlait tout à l'heure à l'entame de la corruption. Oui. On parlait tout à l'heure des passe-droits. Parce qu'ils nourrissent Des avantages. Mais c'est eux qui créent. créent. Tu vois des gens qui, du jour au lendemain, deviennent millionnaires, milliardaires. Quelle est leur activité? Enrichissement sans Tu as des cause. gens qui sont millionnaires, qui ont un train de vie de milliardaires, qui n'ont pas une seule entreprise. Ou quand tu viens voir leur entreprise, c'est un bureau. Ça s'arrête là. Avec une cartable. Alors, c'est un bureau. Donc, si l'État gère ce paramètre-là, tant qu'on ne produit pas ce que nous consommons, tant qu'on ne produit pas, et surtout aussi, qu'on fasse consommer au Sénégal ce que nous produisons. Absolument. C'est un slogan qui date depuis que moi je suis à l'école primaire, mais je pense qu'il reste toujours là. Mais ça reste un slogan. Parce que le Sénégal te dit, ce n'est pas de la qualité. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'en faire de la qualité? Et c'est là où les chercheurs, les scientifiques interviennent pour aider à faire de la qualité. Tant qu'on ne fait pas ça, notre balance de paiement va être catastrophique. Il a parlé d'une chose intéressante, les intermédiaires qui ont leur cartable. Tu as ton cartable, un cartable, tu es aujourd'hui milliardaire, tu n'as pas de bureau, tu ne fais rien tout. Et des fois, ce sont des gens qui sont que du système étatique qui nourrissent ces gens-là. C'est lié à la corruption. Le fait qu'il n'y a pas de transparence dans la gestion de la chose publique. Les marchés ne sont pas gérés de la manière transparente. On retombe sur cette question-là. Parce que si ça se fait de manière transparente, comment dire, l'individu, le mieux disant, le plus compétitif sera toujours sélectionné. Si les institutions fonctionnent normalement. Alors que eux, nos journalistes nous parlent toujours du moins disant, alors que le code des marchés parle du mieux disant. Mieux disant. Donc c'est en termes offre technique et offre financière. Le moins disant peut être mauvais par rapport à ce qui est en train d'être fait. Mais il faut que ça soit transparent tout ça. Vous savez, actuellement, le prix Nobel d'économie cette année, ceux qui l'ont pris, c'est des gens qui ont travaillé sur les institutions. Les institutions. Oui, les économistes. Parce qu'aujourd'hui, on sait que c'est la qualité des institutions et les déterminants. Par la transparence en impact sur l'économie. Toutes les institutions. Toutes les institutions politiques, comment dirais-je, les institutions démocratiques, toutes les institutions de la société, la qualité des institutions aujourd'hui, c'est un facteur de performance, c'est un facteur de prospérité des nations. Ceux qui ont eu le prix Nobel de la paix, de l'économie cette année, ils ont travaillé sur ça. Donc aujourd'hui, il faut qu'on pense beaucoup à nos institutions. Et au cœur des institutions, il y a le système judiciaire. Je répète souvent, il y a le système judiciaire. Parce que c'est ça qui va permettre qu'on ait un ordre social qui puisse permettre de développer. Et sur la confiance, en fait. Voilà, qui est la confiance. Donc, je reviens un peu sur... vous avez parlé un peu de la balance des paiements. Bon, ça, vous savez, ça c'est relatif. On peut facilement avoir une balance de paiement, comment dirais-je, excédentaire, sans pour autant avoir une économie compétitive. Oui. Une économie compétitive. Ce qu'il faut, c'est une économie compétitive. Le Nigeria a une balance de paiement excédentaire depuis. Parce qu'ils ont du pétrole, c'est tout. Mais pourquoi l'économie sénégalaise n'est pas compétitive? Pourquoi? Mais pourquoi l'économie n'est pas compétitive? L'économie n'est pas compétitive pour plusieurs raisons. Parce que c'est les structures de l'économie qui font que... parce que pour être compétitif, il y a un ensemble de facteurs. Et des facteurs qui sont souvent extra-économiques. Parce que la compétitivité, ça ne se limite pas seulement au prix. Il ne faut pas dire que voilà, j'ai le prix moins cher, non. Généralement, ce raisonnement-là est même dépassé maintenant. On parle de compétitivité structurelle. C'est-à-dire qu'il faut que l'économie ait des structures, et des infrastructures, et des institutions qui lui permettent de faire de la qualité, hein, et qui lui permettent d'innover surtout. Parce qu'une économie compétitive aujourd'hui, c'est une économie qui innove. Parce qu'aujourd'hui, si vous produisez par exemple une couche pour les bébés, dans 2 ans, il faut changer la couche, sortir un autre type de couche. Avec, il faut intégrer les nouvelles attentes et s'adapter aux... C'est ça l'économie. Donc, l'économie, c'est l'économie qui innove. Ouais. Les économies qui innovent le plus... C'est l'économie de la connaissance. Voilà, l'économie de la connaissance, c'est tout ça. Et pour innover, il faut de la recherche, il faut de bonnes infrastructures. Parce que si vous voulez vendre aujourd'hui une mangue fraîche, un poisson frais aux États-Unis, mais il faut avoir des compagnies aériennes. Ouais, c'est qui accompagne, qui dit, vous avez le poisson, mais dans 24 heures, c'est aux États-Unis. Bon, il y a tout cela qui entre dans la compétitivité d'une économie. Donc, nos structures, actuellement,
ne sont pas favorables à une communauté structurelle. Il faut qu'on change les structures de notre économie. Et dans ce changement-là, il a parlé de consommer ce que nous produisons ce que nous... Ben, ça, c'est un slogan qu'on dit souvent, mais on ne peut pas le faire. Personne ne peut le faire. Parce que nous, on ne peut pas produire de produits portables. On va consommer des portables, mais on ne peut pas les produire. On n'a pas nous ne sommes pas dans les conditions de compétitivité technique et économique pour le faire. Ce qu'on peut produire, c'est les biens agricoles. Mais attention, je disais à quelqu'un l'autre jour, j'ai dit, avant de penser à consommer, il faut penser à produire. Oui, absolument. Parce que si demain vous dites aux Sénégalais, laissez tomber tout ce qui vient de l'étranger, consommez le mil, mais vous allez leur créer des problèmes. Il faut produire d'abord le mil. Il faut produire d'abord. En quantité suffisante. En quantité d'abord, il faut penser le développement parallèle de la consommation et de la production. Mais souvent, les gens oublient l'aspect production. Parce qu'on a eu l'exemple du pami-blé au Sénégal. Le pami-blé. La première fois, c'est dans les années 80, je crois, on a voulu faire du pain avec de la farine de blé et la farine de mil. Mais un des facteurs d'échec du pami-blé, c'est qu'il y a eu des ruptures dans la chaîne d'approvisionnement. Oui. Les boulangers, à un moment donné, ne trouvaient plus de mil. Ouais. Et le projet, ça a été un facteur qui explique l'échec. Ouais. Mais Guy Silva, comment peut-on comprendre qu'un pays qui a assez de ressources, surtout agricoles, qui a des terres très vastes, qui a de l'eau, qui a du soleil, qui est incapable de se nourrir sa population? Mais le problème, c'est se nourrir notre population. Il a dit, on n'arrive pas à innover. Imagine, on ne peut pas continuer avec la charrue et tout, à faire de l'agriculture. On ne peut pas. On ne peut pas continuer à faire de l'agriculture sous pluie. Si on est dans cette optique-là, on restera toujours à la traîne. Je discutais avec mon frère la dernière fois, qui maintenant il est devenu agriculteur depuis plus de 3 ans. Il m'explique que lorsqu'il insérait, il faisait des pépinières de melons. Le village dans lequel il était, les gens se moquaient de lui. En disant que c'est pas comme ça qu'on cultive le melon. C'est pas comme ça qu'on cultive les pastèques. Il faisait des pépinières. Et lui, en faisant ces pépinières, il m'a expliqué que ses semis à lui, une fois qu'il s'est fait ensemencer, il avait des taux de réussite de 90-95%. Alors que les autres sont à moins de 50%. Mais parce que les autres faisaient comme d'habitude. Ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas changé. L'ensemencement direct, ils avaient des taux de perte de 50%. Alors que lui, en faisant des pépinières de melons et de pastèques, il avait 90 à 95% de taux de réussite. Mais on entend le ministère annoncer de mise en place des coopératives agricoles communales avec de 200 hectares par commune pour tu sais que ça existe déjà. Tu sais que ça existe déjà. Les groupements villageois, les sections villages, ça existe déjà. Tu vas à Rosso, tu vas dans le Walu, il y a les groupements, des regroupements de villages qui ont leur terre, qui achètent ensemble, qui ont leur économie, qui achètent ensemble, qui ensemencent. Ça existe déjà, ces groupements-là. Mais le problème qu'il y a, c'est que c'est d'abord la semence, c'est le matériel pour la culture du riz, la riziculture. Ces groupements sont obligés d'aller louer auprès de privés le tracteur et autres. Les moissonneurs batteuses, tout est loué. Et pourtant, je me souviens que l'État en avait distribué. Ablaye Wade, à un moment donné, avec TSE qui était là, on avait distribué plus de 1000. Il y a des tracteurs qui sont trouvés en Mauritanie, d'autres en Gambie. À un moment donné, on revient toujours sur la même chose, la corruption. Ouais. Mais également, deuxième chose qui nous plombe, c'est le temps de la justice pour les affaires économiques. Ouais. Ça aussi, ça pose un problème. On a un conflit économique. On veut travailler, on a un conflit économique, on est bloqué parce que la justice, le jugement n'est pas encore rendu. On est dans des recours, ça prend énormément de temps. Pourquoi? Ça nous plombe, ça bloque et ça bloque tous les investissements. Aujourd'hui, vous voulez investir, vous allez chercher un foncier. Vous commencez, vous préparez, vous allez traiter, vous avez des papiers. On vient vous dire que ce n'est pas les bons. Ouais. Vous êtes arrêté, votre affaire est pendant devant la justice pendant 3 ans. Pendant ce temps, les 10 millions ou les 20 millions ou les 50 millions que vous aviez investis, vous avez perdu. Donc ça aussi, c'est un problème. On revient toujours, tant que la justice n'arrive pas à être diligente pour ces affaires-là, tant que la corruption n'est pas réduite au maximum,
Et tant que la transparence n'est pas érigée en règle, l'économie ne suivra pas. D'où l'importance des institutions dont vous parlez, transparentes, claires, qui sont un garant du développement économique. Oui, c'est-à-dire qu'il faut de bonnes institutions, qui parce que l'État n'est pas, sa vocation, ce n'est pas de produire des biens marchands. C'est le secteur privé qu'il faut mettre dans le confort, avec des institutions, des lois, des infrastructures, des routes, des aéroports, des ports, de la recherche qui travaille parallèlement avec eux, etc. Mais surtout au Sénégal, ce qu'il faut aujourd'hui, cette réforme foncière-là, tant qu'elle n'est pas mise en route, mais on aura des problèmes pour changer notre agriculture, parce que notre agriculture, elle est extensive. Ça, c'est dépassé. Cultiver avec des hilaires, etc., des houes, tout ça, c'est dépassé. On n'a pas besoin de tout ce monde-là dans le monde rural pour nourrir le Sénégal. Si vous allez aux États-Unis, en France, c'est 2%, 3% de la population qui nourrissent des millions d'individus. Donc il faut qu'on passe à une agriculture extensive, de grande surface et mécanisée. Et ça, pour le faire, il faut une réforme foncière d'abord. Parce que quelqu'un qui a une terre qui a, par exemple, 100 hectares, il faut aller à la banque et dire, voilà, j'ai 100 hectares, c'est reconnu par le droit. Je vous donne mes 100 hectares, vous me donnez des milliards. Si je suis, vous prenez le... Donc, c'est parce que le rapport Souran l'a souligné. Le rapport Souran l'a bien souligné. Il a dit qu'il faut aller vers l'immatriculation des terres, privatiser les terres petit à petit, parce que c'est ça qui va permettre à ce que nos agricultures puissent accéder au financement. Puis lever des fonds. Voilà, le temps qui nous est imparti est terminé. Donc la réforme foncière semble être une arlésienne au Sénégal depuis qu'on en parle. Merci au professeur Amat Ndiaye, enseignant, chercheur FASEG UCAD. Merci à Guy Silva Thiam, le directeur de l'Institut africain de trading boursier, spécialiste en banque et finance. Merci aussi à la technique gérée par Biran Tissé et Charles Koulibaly. Excellent dimanche à tous. Sénégal, e-radio, ici et ailleurs, vous avez rendez-vous. Rendez-vous avec l'information. Toubambake, Gorendaklo, e-radio. Tegakan, Bou, e-radio. Isidore Alexandre Sen, Thiès, e-radio. Babacar Seck, Rufisque, e-radio. E-radio Kolda, Sédou-Diatta. Saint-Louis, Montmartre-Alissignon, e-radio. E-radio Louga, Mam Abdou Bodian. Sékou Diallo Kaolack, e-radio. Hassan Ba, Ziguinchor, e-radio. Mamadou Mokhtar Souare, Guinée Conakry, e-radio. Abdoulaye Diop, Paris, e-radio. Amadou Oumar Diallo, Matam, e-radio. Issa Omar Togola, Bamako, pour e-radio. Aziza Dewaline Chandi, Libreville, e-radio. E-radio New York, Salif Sow. E-radio, professionnalisme, sens aigu de la responsabilité sociale, indépendance, impartialité, seul l'intérêt général compte. 90.3 e-radio, ici et ailleurs.